Français et TV5 Monde. Et l'invité politique en direct sur ce plateau, ce matin, c'est Éric Coquerel. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, nul ne l'ignore maintenant. Et pour vous interroger, à mes côtés, Oriane Mancini, spécialiste politique de Public Sénat. Bonjour Oriane. Bonjour. Et bonjour Hervé Favre, vous représentez la Voix du Nord sur ce plateau très régulièrement. Merci d'être avec nous. Éric Coquerel, votre interview sera rediffusée sur tous les sites internet de la presse quotidienne régionale à partir de 10h30 ce matin. Acte 10 des Gilets jaunes, débat à Souliac dans le Lot. Entre les deux rendez-vous, où iriez-vous? J'ai choisi l'acte 10, évidemment. Non, on n'est pas du tout pour cautionner, vous le savez, cet outil de communication qui est le fameux grand débat national. D'ailleurs, j'observe qu'il est en train de changer de nature. Parce qu'au début, on nous a dit c'est une occasion pour les Français de débattre partout, etc. Et finalement, on a l'impression que c'est la tournée royale de M. Macron. Rencontre avec les maires de proximité. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Enfin, si à chaque fois c'est plusieurs heures où en réalité il y a d'un côté les questions et de l'autre côté Emmanuel Macron qui répond dans une espèce. J'ai une des collègues qui a parlé de télé-évangéliste, je trouvais ça assez amusant. Enfin, bon, on voit bien que c'est en train même de changer de nature. Et finalement, ça résume assez bien juste les critiques que nous portions au départ. C'est-à-dire que Emmanuel Macron dit il y a un grand débat, et puis, in fine, courant avril, je donnerai les réponses. Je verrai ce que je retiens et je donnerai les annonces. Bon. Donc c'est d'un côté le peuple débat et de l'autre côté le monarque décide. Mais je crois qu'il se trompe de période, à mon avis, Emmanuel Macron. Je crois qu'il n'est plus en capacité, j'allais dire, d'espérer enterrer le mouvement des Gilets jaunes avec ce genre d'artifice. Mais vous l'avez entendu, Emmanuel Macron dans le Lot, pendant plus de 7 heures face aux maires. Les maires ont pu s'exprimer, les maires ont fait remonter leurs revendications, les préoccupations de leurs administrés. En quoi est-ce une supercherie? C'est le mot que vous avez employé. C'est une supercherie parce que la question n'est pas est-ce que les Français ont le droit de débattre. Ça, je vous ferai remarquer qu'ils n'ont pas attendu Emmanuel Macron pour débattre. Sur les ronds-points, on débat, on discute partout. D'accord ? On peut décider de quoi et à la fin, qui décide? Et à ces deux questions, Emmanuel Macron a cadré le débat dès le départ. On peut décider de tout, sauf de la politique d'Emmanuel Macron, et notamment des mesures qui ont été les siennes depuis 1 an et demi, dont on dit on pas touche. La question du rétablissement de l'ISF, la question de la justice fiscale, la question du SMIC, etc., etc. Ce qui revient toujours en premier dans toutes les revendications des Gilets jaunes. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème qui décide, c'est pas possible de dire aux Français je vais présenter un nouveau contrat pour la nation et de ne pas imaginer que ça passe par la case suffrage universel. Ça n'existe pas dans une démocratie. Si vous présentez un nouveau contrat pour la nation, eh bien, il faut à un moment donné voter pour savoir si les Français sont d'accord ou pas. Donc, soit nous, on est pour la constituante. On pense que s'il y a autant de sujets à mettre sur la table, ça veut dire que le peuple français doit pouvoir lui-même constituer ses règles du jeu. Et si au moins c'est pas la constituante, ça doit être au moins des élections législatives anticipées. Or, tout ça, rien. Emmanuel Macron pense qu'il va pouvoir... Éric Coquerel, clairement, vous appelez au boycott du débat. Vous dites aux Français n'y allez pas, aux élus insoumis évidemment non plus. J'ai l'impression que les Français ne nous ont pas attendus pour ça, si j'en crois les enquêtes d'opinion. Je sais qu'à Souillac, ça c'est un autre aspect d'ailleurs, il va être attendu par un comité d'accueil assez important qui est en train de se mobiliser et qui n'est pas plus d'accord avec tout ça. Alors manifestement, ça sera sûrement très loin d'Emmanuel Macron parce qu'il y a force police aussi pour, j'allais dire, empêcher ceux qui justement ont envie de dire quelque chose de pouvoir accéder à Emmanuel Macron. Dont vous nous parlez. J'ai vu qu'il y avait une mobilisation. Je lis la presse régionale. Donc Gilets jaunes, vous n'avez pas plus d'informations. Gilets jaunes, des syndicats, des forces politiques, tout le monde appelle à une mobilisation. Des membres de la France comme d'ailleurs Insoumise, ça s'est passé ailleurs. Je vous fais remarquer que la dernière fois dans l'heure, il y avait une manifestation pendant ce temps-là. Il y a des militants de la France Insoumise dans ces bien sûr. intervenants qui sont en train de rentrer à Souillac. Vous les appelez à participer à ce comité d'accueil? Oui. Ah oui, bien sûr. Enfin, oui, évidemment. C'est une autre façon d'envoyer un message à Emmanuel Macron. Parce que vous avez peut-être remarqué, mais il a tellement, j'allais dire, personnalisé son pouvoir de manière tellement accrue au point de dire, pendant l'affaire Benalla, on y verra peut-être tout à l'heure, le seul responsable c'est moi, et puis des phrases intelligentes du style « me chercher », que finalement les gens vont le chercher et puis contestent à la fois sa politique et maintenant même son personnage. On lui reprochait à Éric Coquerel de mépriser les élus locaux, de les ignorer, de ne pas venir au congrès des maires. Objectivement, il s'est un peu rattrapé quand même là sur ce coup-là. Écoutez, on va voir dans quelques mois parce que je suis pas sûr. Parce que les maires ont pu dire ce qu'ils avaient sur le cœur. Bien sûr. Enfin, je suis pas sûr que les élus locaux vont se satisfaire de pouvoir dire quelque part devant les télévisions pour mettre en valeur Emmanuel Macron qui après
Ça, il est très habile pour le faire. Je n'ai pas de problème, mais je crois que ça ne marche plus. Peut répondre, montrant qu'il est capable de répondre à tous les sujets, etc. Je ne crois pas qu'ils attendent que ça. Ils attendent une autre politique de l'État. Ils attendent, par exemple, moins d'austérité imposée par la baisse des dotations. Ils attendent, aussi l'idée qu'on arrête quelque part de considérer que finalement ce sont les variables d'ajustement vis-à-vis de la population d'une politique imposée par le haut. C'est ça qui est leur problème. C'est pas le fait que les chefs de l'État leur autorisent à lui parler tous les 36 du mois. Alors, selon un sondage IFOP pour Public Sénat et Ouest France, 76% des Français pensent que les inégalités ont augmenté en France depuis 10 ans, notamment les inégalités salariales, les inégalités en matière d'emploi. Est-ce que vous dites que peut-être que ce débat va permettre aux Français d'exprimer leurs préoccupations et que les mesures qui vont en sortir vont permettre de réduire ces inégalités? Alors, excusez-moi, mais ce n'est pas seulement un sondage, c'est une réalité économique. Je crois que c'est l'INSEE qui a sorti il n'y a pas longtemps un bilan sur 10 ans. On voit que le pouvoir d'achat global des Français baisse. Et ce qui s'est passé en plus avec Emmanuel Macron, c'est que depuis 1 an et demi, ça continue à baisser, sauf pour les plus riches, qui se sont vraiment gavés. Tous les chiffres le donnent, notamment ceux qui possèdent des dividendes. Non, ce débat. Macron a accru ces inégalités. Mais ce débat, non, excuse-moi, comme quelque part on a un peuple intelligent, notamment quand il se met en mobilisation, les choses qui sont remontées pointent les vrais problèmes. Alors, notamment, parlons de l'ISF, d'accord ? 3,5 milliards de coûts à l'État, sa suppression. Emmanuel Macron dit « Ah, mais les gilets jaunes, si on rétablit l'ISF, ça serait abusé de dire que les gilets jaunes vont en profiter. » Mais enfin, moi je me pose des questions, ces 3,5 milliards. Comme d'un autre côté, il y a le déficit qu'on ne veut pas dépasser au niveau de 3%, ces 3,5 milliards, nous les payons tous. Ces cadeaux, nous les payons tous. Il faut bien quelque part qu'ils existent. Et je vais vous dire une chose, en réalité, vous savez combien, à peu près, globalement, combien coûtent les plus riches, et notamment les possesseurs du capital, à la collectivité nationale? Environ 200 milliards par an. 100 milliards d'évasion fiscale et 100 milliards à travers des niches fiscales que la Cour des comptes dénonce régulièrement, dont une grande part va aux plus riches. La question du rétablissement de l'ISF, la flat tax, enfin, tous les cadeaux que M. Macron a fait. Voilà le vrai problème de ce pays. Alors, le vrai problème de ce pays, c'est le coût du capital. D'accord, et qui coûte de plus en plus cher à la collectivité. Et c'est ça qu'ont pointé les Gilets jaunes. Puisque vous parlez de l'ISF, Olivier Faure et les socialistes appellent à un référendum sur ce sujet, mais pour que ce référendum soit possible, ils ont besoin des parlementaires de gauche, donc de vous. Est-ce que vous allez signer ce référendum? Est-ce que vous allez sur soutenir l'ISF? Oui. On va regarder. Je pense pas. Pourquoi pas? Mais je crois que la question n'est pas. Pourquoi pas? Mais c'est pas sûr. Non, je sais pas. Comme je sais que quelque part la réponse, pour l'instant, du chef de l'État va être non. Le Parti socialiste propose ça. On va observer de voir si on fait la même signature. Mais je crois que plus globalement, on n'en est plus seulement maintenant à une question d'un référendum sur un certain point. On en est au fait que si il y a deux légitimités qui se contestent, celle du chef de l'État qui dit j'ai une légitimité. Incontestablement, il a été élu il y a 1 an et demi. Et la majorité de Français qui s'opposent à sa politique, avec notamment l'avant-garde, entre guillemets, que représentent les Gilets jaunes, mais dans lesquels les gens se sentent représentés encore très majoritairement, à un moment donné, c'est les élections générales qui vérifient cette légitimité. Hervé Favre. Oui, demain, donc c'est l'acte 10 des Gilets jaunes, avec des manifestations, avec des craintes, évidemment, comme à chaque fois, de casseurs, de violences policières, puisqu'il y a aussi cet aspect-là qui commence à émerger. Vous allez déposer une proposition de loi, c'est ça, pour l'interdiction des flashballs? On va proposer des commissions d'enquête sur l'utilisation des LBD, puisque c'est le nom exact, les grenades de désencerclement, plus le demander de suspendre tout de suite cette utilisation le temps de la commission d'enquête. C'est une commission d'enquête ou une proposition de loi? Une commission d'enquête, vous allez demander? Alors, proposition de loi pour le suspendre tout de suite et commission d'enquête pour vérifier les manières dont tout ça a été utilisé. On prépare pas mal de choses aussi sur l'arsenal technique, parce que ce qu'on observe, c'est que vous dites qu'il risque d'y avoir des violences, et je suis content parce qu'il commence à y avoir une évolution sur les médias pour montrer que on a le mouvement social qui a été le plus réprimé. Et moi, c'est moins que les policiers qui agissent ainsi, je pointe la responsabilité politique. Quand M. Castaner, mercredi dernier, face à une question d'Hugo Bernalicis sur cette question, 2000 blessés, une centaine de blessés extrêmement graves, Monsieur Castaner dit il n'y a pas de violence policière. Quelque part, je veux dire, il efface un sujet et il envoie un message. Mais en même temps, il y a eu 1000 blessés parmi les forces de l'ordre, donc c'est quand même énorme. Nous avons très clairement dit que les blessés du côté des forces de l'ordre, heureusement, il n'y a pas de blessés extrêmement graves. Vous remarquerez, on n'est pas dans une guerre civile dans ce pays. Contrairement aux mots du gouvernement qui fait monter la tension, il n'y a pas d'armes utilisées par les manifestants. Il y a peu, par exemple,
il y a très peu, vous regarderez, de cocktails Molotov, qui sont des choses très dangereuses. Donc il y a des blessés du côté des forces de l'ordre, et nous l'avons dit, nous le déplorons, comme des blessés du côté des journalistes, mais principalement ceux qui j'allais dire, pâtissent de ces violences, d'accord, ce sont les manifestants. 12 morts. Alors certes, pas 12 morts dus à des répressions policières, des accidents, même s'il y a la vieille dame qui est morte à Marseille, c'est quand même une grenade qu'elle a reçue dans son appartement, mais quand même, c'est le mouvement social qui connaît le plus de victimes, avec des blessés graves, et il faut au moins s'interroger sur la manière dont est fait le maintien de l'ordre, et ça, le gouvernement le cautionne. Et donc quand même, ce qui est responsable. aussi assez nouveau, c'est la façon dont les journalistes sont agressés sur ces lieux, sur ces manifestations, dont certains titres, dont le mien, ont été empêchés de diffuser des journaux. Est-ce que la France insoumise n'a pas une responsabilité avec un discours sur la haine des médias, vous savez bien, ça participe quand même à ce climat. La phrase exacte, c'est pas celle-là de Jean-Luc Mélenchon, il l'a redit l'autre jour chez vos confrères de France Télévisions. Ce qu'on sent, il y a deux questions. On a le droit de critiquer les médias. Et le problème aujourd'hui que nous avons par rapport à des couvertures médiatiques globales, c'est qu'il n'y a pas d'instance où aller quelque part demander non pas réparation, mais demander interroger. Donc nous sommes pour la création d'un conseil de déontologie des médias. Par contre, évidemment, on peut critiquer les médias, et quand on critique les médias, ça ne veut pas dire qu'on appelle à la violence sur les médias, vous l'avez compris. Surtout que, je dois le dire, à ceux qui ont commis ces violences, sont extrêmement minoritaires. On voit souvent des gilets jaunes les arrêter. Je rappelle que les travailleurs précaires, qui sont souvent les caméramans, les JRI sur le terrain, ne sont pas responsables de la ligne éditorialiste de gens qui provoquent un peu et qui ont malheureusement une pensée toujours, ce qu'on appelle la pensée unique, c'est-à-dire qui construisent un certain schéma de pensée. Ce n'est pas eux les responsables, donc j'appelle à ne pas toucher évidemment à ces journalistes et les laisser travailler. Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, qui est notre invité politique ce matin. Alors on va parler des problèmes internes de votre parti. Dans les sondages, c'est moins 10%, je crois, dans le dernier sondage IFOP pour la France Insoumise. Est-ce que ça va générer plus de contestation chez vous d'une ligne Mélenchon, d'une stratégie Mélenchon? Le fait qu'au fond, vous soyez les grands perdants, que Marine Le Pen soit nettement devant vous. Est-ce qu'il peut y avoir une prise de conscience d'un certain nombre de dirigeants de la France Insoumise? On regardera ensemble au moment des élections si nous sommes les grands perdants, comme vous dites. Bon, je dis ça parce qu'en plus, selon les sondages, certains nous mettent à 9,5, certains nous mettent à 11, certains nous mettent à 12. Ce qui m'intéresse dans le sondage IFOP dont vous parlez, parce qu'en général c'est ça qu'il faut regarder dans les sondages, c'est que vous remarquez que nous progressons en réalité. Ça vous paraît peut-être... c'est ça qu'il faut regarder. J'observe aussi que ce sont des sondages, excusez-moi, mais qui montrent apparemment que la seule force politique, je parle du sondage IFOP, qui aurait gagné ces dernières semaines, c'est En Marche. Bon, alors là, ça ne correspond à tellement rien sur le terrain. Contester la valeur et la validité. Actuellement, je conteste l'IFOP, là. Oui, ça peut m'arriver de contester des sondages, oui, parce que c'est pas ce qu'on observe. Donc, moi, je vous le dis, je pense que nous avons eu un trou d'air au moment des perquisitions, voilà, parce que c'était voulu ainsi. Mais ce qui n'est pas contestable quand même, c'est que c'est Marine Le Pen. C'était voulu ainsi, et je pense au contraire qu'en réalité sur le terrain, notamment parce que ce que nous portons correspond de plus en plus aux Gilets jaunes, eh bien nous sommes plutôt aujourd'hui en dynamique. On verra à l'arrivée. Quant à Marine Le Pen, oui, Marine Le Pen est haute. Mais elle souligne d'ailleurs quelques convergences avec la France. Oui, enfin, en même temps, écoutez, ça c'est son jeu quelque part d'essayer de le faire. Moi, ce que j'observe, c'est que si vous prenez Marine Le Pen, lors de son lancement de campagne, elle a montré désormais qu'elle était pour une alternance au niveau de l'Union européenne, ce qui est quand même très... Alternance, c'est pas alternative. Vous savez, l'alternance, c'est quand vous êtes d'accord avec un système et que quelque part vous l'entretenez. Manifestement, elle pense que maintenant possible de ne plus sortir des traités et d'autres traités européens pour construire sa politique. Bon, on verra bien au moment des élections. Elle sera haute, on le sait, le Front National est haut. Bon, mais vous verrez mais c'est quoi la ligne Mélenchon? C'est-à-dire son positionnement, effectivement, elle disait, Marine Le Pen a quand même pris le lead sur tous ces sujets. Est-ce que ça pose problème? Moi, je pense surtout qu'aujourd'hui, Marine Le Pen... Je pense aujourd'hui... Alors, c'est deux questions. Marine Le Pen, prenons-la, je pense qu'aujourd'hui, c'est un opposant de confort. Ça reste l'opposant rêvé pour Emmanuel Macron, celui qu'il rêve en réalité de retrouver soit sur des élections européennes, soit sur les élections à venir, parce qu'il se dit, on fera le même coup qu'au deuxième tour des présidentielles, j'en appellerai la démocratie, etc. Bon, je crois que c'est ça qui, aujourd'hui, permet à Marine Le Pen, quelque part, de passer sans trop d'encombrement. Quant à la gauche fracturée, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que nous continuons... Ça veut dire que vous avez 4 ou 5 mais nous continuons à penser... Oui, j'ai entendu M. Hamon hier expliquer qu'il était la gauche à lui tout seul, ce qui voudrait dire qu'il risque de porter la gauche à un niveau historiquement bas, si on en croit les sondages d'aujourd'hui. Mais ça, moi, ce qui m'intéresse pour les européennes, c'est pas
les étiquettes de tel ou tel parti. Vous remarquez que sur l'Europe, on dit absolument pas la même chose que le Parti socialiste. C'est qu'est-ce que nous allons porter dans le débat européen avec Manon Aubry comme tête de liste. Et je vous le dis, nous sommes aujourd'hui la seule force en réalité, et je pense que ça va être entendu, qui explique que pour reconstruire une Europe différente de l'Europe libérale que nous connaissons aujourd'hui, il faut sortir des traités. On ne peut pas le faire dans des traités constants, et je pense que ça, c'est quelque chose qui nous sera favorable. Oriane Mancini. Un mot sur l'actualité, l'affaire Benalla. Alexandre Benalla en garde à vue depuis hier matin, toujours en garde à vue à l'heure où on se parle. Il sera auditionné lundi par la commission d'enquête ici au Sénat. Qu'est-ce que vous attendez de cette audition? Déjà, quelle chance à le Sénat, parce que vous avez remarqué que quand on a une majorité en marche, on n'a plus le droit de commission d'enquête. À l'Assemblée, on en est privé. J'en attends toujours ce qu'elle arrive à faire, parce qu'on voit les contradictions éclater depuis maintenant des semaines. On a un personnage, alors soi-disant l'Élysée a réclamé les 2 passeports diplomatiques, mais alors maintenant, si j'ai bien compris, il y a un problème technique entre le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères qui explique que les passeports n'aient pas été restés. Enfin, tout ça est rocambolesque. Et en réalité, on sent bien que pour arriver à faire le clair sur cette affaire d'État, parce que c'est une affaire d'État, d'accord, où on a un pouvoir qui, au fur et à mesure, a donné des réponses en reculons, toujours en reculons. Je vous rappelle qu'au début, c'était un organisateur de voyage. Cet été, Benalla. On s'est aperçu qu'il avait un rôle majeur dans la sécurité de l'Élysée, alors qu'il n'en a aucune des prérogatives officielles. Et maintenant, on s'aperçoit que, manifestement, il entretient des rapports avec l'Afrique qui laissent à penser qu'il est plus sur un rapport de la politique France-Afrique de l'Élysée plutôt que des simples intérêts privés. En tout cas, on aimerait ça le voir. Moi, j'allais dire qu'il faudrait maintenant auditionner le chef de l'État. Enfin, je veux dire, il y a tellement d'incohérences que c'est ça qu'il faudrait faire pour connaître la vérité. Et j'espère que le Sénat va le réclamer d'ailleurs, même si je sais que le chef de l'État n'est pas obligé de venir, mais il pourrait venir de son propre chef clarifier cette situation. Donc vous demandez, dites à Emmanuel Macron, il faut venir devant la commission d'enquête du Sénat. Vous voyez bien que Emmanuel Macron, je vous rappelle qu'en novembre, il expliquait aux journalistes qu'il fallait avoir de la mansuétude vis-à-vis de M. Benalla. Écoutez, soit M. Benalla est un faussaire de génie et quelque part, j'allais dire, une espèce de Belphégor de l'Élysée qui hantait l'Élysée, arrivait à manipuler les choses, soit il était sous service de M. Macron. Et là, c'est inquiétant parce que c'est la start-up nation qui organise la sécurité, y compris de manière violente, qui organise les rapports France-Afrique, et c'est totalement en dehors de l'état de droit. Et vous penchez pour la deuxième hypothèse ? Tout nous laisse penser, en tout cas, qu'elle est possible. Je fais attention, mais tout nous laisse penser qu'elle est possible. Il y a suffisamment d'éléments. Donc, il faudrait pouvoir aller plus loin que d'interroger M. Benalla ou le directeur de cabinet de l'Élysée. Vous avez parlé de France-Afrique. Là, vous pourriez nous préciser vos pensées sur France-Afrique, je vous explique. M. Benalla nous explique qu'il a fait 20 voyages diplomatiques. D'accord, plusieurs fois en Afrique. Il nous explique qu'il a rencontré le président du Tchad avant un voyage officiel de M. Macron. Dans les rapports France-Afrique, vous avez toujours eu souvent des personnages. Il n'était pas à l'Élysée, vous savez. Enfin, il avait des passeports diplomatiques, il avait un téléphone sécurisé de l'Élysée. Donc c'est pour ça que je dis, au moins la question se pose. Voilà, c'est soit effectivement pour ses intérêts privés et ce personnage alors c'est inquiétant, parce que c'est-à-dire que l'Élysée est très très mal organisé, les gouvernements sont très très mal organisés pour laisser quelqu'un avoir autant de moyens, etc. Soit c'est autre chose. Et cette autre chose, il faudrait quand même arriver à le savoir. Merci Éric Coquerel, député La France.